bonjour à toutes et bonjour à tous pour ce premier événement de la semaine de clôture du projet Objectif Bluestone. Donc, c'est pour nous l'occasion de refaire un point sur l'ensemble des trois événements, des 4 ans qui ont animé le projet Objectif Bluestone. Donc voilà, donc la présentation sur le côté, voilà, merci. Donc, faisons un point rapidement sur le programme de cette semaine de clôture. Donc, nous allons avoir 3 points. Donc, aujourd'hui, accompagnés, donc orientés sur le développement économique, les marchés publics, l'accompagnement des entreprises qui a été réalisé, notamment pendant ces 4 ans. Mercredi, à la même heure qu'aujourd'hui, vous aurez le programme autour de Innover, donc qui est un de nos 3 axes majeurs, donc Innover. On rappellera le programme ultérieurement. Et en fin de semaine, vendredi, de 10h à midi, vous aurez le webinaire sur Former. Donc voilà, sur cet axe. Donc pour faire un point plus précisément sur qu'est-ce qu'Objectif Bluestone. Donc pour rappel, Objectif Bluestone, donc c'est la coopération de plusieurs acteurs pour redynamiser la filière pierre bleue. Donc vous les avez à l'écran, donc il y a Eno Développement, la communauté de communes sud-avesnois que je représente aujourd'hui. Vous avez la ville de Soigny, donc avec ma collègue Leila Beukens qui présentera le webinaire mercredi, Réussir ensemble avesnois, l'agence wallonne du patrimoine, donc qui animera le webinaire de vendredi. Et nous avons aussi en partenaire associé le parc naturel régional de l'Avesnois et la communauté de communes Rive de Meuse. Donc tous ces partenaires ont pour objectif de redynamiser la filière pierre bleue. Et donc, à travers 3 axes, donc on l'a vu précédemment, un axe plutôt orienté développement économique, accompagnement des acteurs, l'ensemble des acteurs de la filière, donc allant de l'entreprise pour des problématiques de marketing digital ou autres, jusque des thématiques en termes de marché public. Donc, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui à travers le webinaire. Donc, la présentation suivante. Voilà. Donc, à ce niveau-ci, donc nous avons le webinaire qui va commencer avec deux intervenants, donc qui vise à présenter comment intégrer une approche durable dans les marchés publics en pierre naturelle, donc avec toute cette logique d'achat responsable. Nous aurons après un témoignage d'entreprise à travers une capsule vidéo d'approximativement 3 minutes. Voilà, une présentation des différents accompagnements qui ont été réalisés pendant ces 4 ans et du côté exhaustif aussi de ces accompagnements. Et puis, nous terminerons par une visite virtuelle de carrière. Donc, nous vous renverrons directement vers la plateforme pour justement réaliser vous-même votre visite virtuelle de carrière. Donc, voilà. Donc, comment le webinaire va se dérouler. Donc, vous avez normalement en bas, donc comme présenté à l'écran, un module comment intervenir. Oui, donc voilà, comment intervenir pour ce webinaire. Un question-réponse juste en dessous. Donc vous n'avez qu'à cliquer dessus et envoyer vos questions. Vous avez la possibilité aussi de rendre anonyme vos questions si voilà vous souhaitez qu'elles soient anonymes. Donc nous derrière, nous avons un agent qui va réceptionner les questions. Les inventoriés qui pourra potentiellement vous répondre directement à travers l'espace de questions-réponses, donc qui vous répondra directement. Auquel cas, moi je réceptionnerai ces questions et je poserai vos questions aux différents intervenants. Donc voilà pour comment va se passer notamment le passage questions-réponses. Donc là, nous allons accueillir le premier intervenant qui est Francis Tourneur, secrétaire général de la SBL Pierre-et-Marne de Wallonie et géologue aussi de formation et qui connaît aussi bien les pierres belges que les pierres françaises, puisqu'il me semble, Francis, que tu as réalisé ton doctorat à l'époque, sans jugement de valeur, à l'époque, dans les carrières de Wallers et de Trélon en France. Oui, de part et d'autre de la frontière, en effet. Donc voilà, donc écoute, je te laisse prendre place et je te laisse la présentation. Merci. Merci à toi. Et donc, nous allons essayer, mais il y a déjà un souci, c'est que
Ça a démarré trop tôt. Alors, c'est un petit souci pratique. Voilà. Bonsoir à vous. Donc, on m'a demandé de vous présenter en une petite demi-heure le panorama des pierres bleues qui sont présentes de part et d'autre de la frontière, leurs spécificités, et ensuite de discuter un petit peu de ces aspects de prescription qui vont introduire la présentation qui va suivre, celle de Virginie, qui vous parlera des marchés publics. Et donc, je vais faire un tout petit peu de géologie. Quand on s'adresse à un géologue, c'est difficile de ne pas en faire autant. Pour vous dire en fait qu'on travaille dans un contexte qui est assez particulier en Europe. Vous avez ici une carte géologique sur la droite très générale de l'Europe. Et vous voyez, c'est une carte en anglais, mais peu importe, que les régions qui nous occupent sont à cheval sur plusieurs domaines très particuliers, dont notamment ceux qui sont marqués par une couleur un peu violacée, mauve ici, et jaune, et un peu de bleu dans le sud. Et si vous regardez en fait l'échelle des temps géologiques qui est figurée ici sur le haut de la carte, vous verrez qu'en fait on est en transition entre des terrains très anciens, d'âge primaire, et des choses beaucoup plus récentes qu'on pourrait appeler des terrains de couverture. Sur votre gauche, vous avez une échelle des temps, donc une échelle stratigraphique, qui vous donne en fait cette répartition des différentes époques. Et j'ai cerné en rouge ceux qui vont nous concerner particulièrement aujourd'hui. Et donc, vous voyez qu'on est quelque part dans les temps primaires qui sont représentés ici en violet, à la limite entre le Dévonien et le Carbonifère. Et nous verrons que de part et d'autre de la frontière, on va avoir des terrains qui sont dans l'un et l'autre des systèmes. Alors, si on zoome plus particulièrement sur la géologie de la Belgique et des régions directement voisines, vous avez une carte générale en bas à gauche qui vous montre à nouveau très bien cette grande tache des terrains sombres qui sont les plus anciens et les terrains clairs, ici essentiellement jaunes et un peu de bleu, qui sont franchement plus récents et donc qui recouvrent géométriquement ce socle plus ancien. C'est en fait dans le socle qu'on va trouver les roches qui nous intéressent, des roches qui sont particulièrement compactes et qui pourront servir pour la construction sous différentes formes de taille ou de marbrerie. Et on va y discerner en fait ce qu'on va appeler des pierres bleues, qui sont des calcaires particulièrement compacts et cohérents, qui peuvent être travaillés de différentes façons et qu'on va rencontrer dans ces terrains du Dévonien et du Carbonifère. Alors, historiquement, en fait, deux bassins ont joué un rôle très important dans ce monde des pierres bleues. C'est d'une part le monde des calcaires de Meuse, qui est ici cerné par une ellipse verte, qui s'étend en fait globalement de Namur jusqu'à la région liégeoise et qui concerne des terrains d'âge carbonifère, plus précisément viséen, c'est un étage spécifique du carbonifère. Bassin très important, qui s'est développé fort tôt, au Moyen-Âge, à peu près en même temps que se développait sur l'Escaut le bassin Tournai. Vous avez cerné ici, en fait, de violet. Les deux bassins ont connu un développement très important depuis le XIIIe et le XIVe siècle jusqu'au XIXe et ont dominé très largement le marché grâce aux moyens de transport très, très intéressants que constituaient l'Escaut d'une part et la Meuse de l'autre, qui leur permettait d'exporter tant vers l'amont que vers l'aval. Par la suite, se sont développées en fait d'autres carrières dans d'autres matériaux que nous verrons dans un instant. C'est essentiellement le monde du petit granit qui nous occupe actuellement. C'est lui qui domine pour le moment le marché et qui est représenté dans deux très grands bassins. Un bassin annuier qui s'étendait naguère depuis la région d'Ath à l'ouest jusqu'à la région de Ligny à l'est, en passant par Soigny, Écossines, Neuville et Feluy-Arken. Et d'autre part, un bassin qu'on pourrait dire liégeois, qui est situé au sud, plus précisément au sud-ouest de Liège, dans la partie orientale du Condroux. On peut y ajouter en fait deux bassins d'une importance plus limitée, qui sont d'une part la vallée du Boc, affluent de la rive droite de la Meuse, et d'autre part la vallée de la Molinier. Pour l'instant, il n'y a plus d'activité extractive de ce type pour le moment.
Voilà une carte plus détaillée qui vous montre en fait en bleu ici les terrains d'âge carbonifère qui vont nous intéresser principalement. Et vous reconnaissez bien d'une part le bassin de Tournai à l'extrémité tout à fait occidentale. Les gisements dont j'ai parlé, le petit granit qui s'étendent en fait dans les fonds de vallée depuis Ath jusqu'à Ligny. Les calcaires de Meuse dans cette région mosane, de Namur à la banlieue liégeoise, et les autres éléments dans le Condroux. Parmi les différentes variétés de pierres bleues, on va distinguer ce qu'on appelle les calcaires de Meuse, qui sont caractérisés par une patine relativement claire. Donc toutes ces roches que l'on appelle pierres bleues sont en fait des calcaires qui ont en commun une cassure fraîche qui est d'un gris très sombre, souvent presque anthracite, et qui prennent à l'exposition aux intempéries, à l'exposition dehors, une couleur en général d'un gris nuancé, qui va d'un gris clair à un gris moyen un peu soutenu. Les calcaires de Meuse sont caractérisés donc par cette patine claire, et de nos jours, on a essentiellement deux variétés qui sont exploitées, l'une à Vinalmont, l'autre à Lompré, les deux gisements se trouvant au nord de la Meuse, dans la région utoise. Vinalmont a un grain plus fin et Lompré un grain un peu plus grenu. À Tournai, on exploitait et on exploite encore de façon relativement réduite certains bancs qui sont intéressants pour la taille ou pour la marbrerie, et on distingue ce qu'on appellera des bancs gris, qui donnent en fait des pierres tout à fait intéressantes pour la taille, comme vous en avez un exemple au centre, et des bancs qu'on dit bleus ou noirs, qui sont des bancs plus foncés, avec un grain plus fin, qui sont employés essentiellement pour les usages intérieurs en marbrerie. Et nous en venons au matériau qui est aujourd'hui le plus représenté, le plus représentatif de la pierre bleue, du monde des pierres bleues, c'est ce qu'on appelle en fait le petit granit parce qu'il est ponctué d'un très grand nombre de petits fossiles que vous voyez ici sur l'image de gauche, qui vont lui donner un aspect moucheté très caractéristique, et on en distingue en fait une variété un tout petit peu différente, qui est le petit granit du Boc, qui est un peu plus sombre au niveau du fond, qui est un peu plus dispersé au niveau des grains, et qui comporte certains fossiles très caractéristiques, comme ces éléments blancs par exemple ici, qui permettent de le distinguer, mais qui est très proche par son comportement et par l'ensemble des caractères du petit granit. Et donc, ce qui caractérise le petit granit, c'est la présence de très nombreux débris de fossiles dont vous avez une image dégagée au milieu de l'écran. Il s'agit en fait d'un drôle d'organisme qui s'appelle un crinoïde, que vous avez en image sur votre droite, qui vit encore actuellement dans les mers chaudes et qui est constitué d'une longue tige attachée à une capsule prolongée par des bras. À la mort de l'animal, tous ces éléments se désagrègent et deviennent en fait de simples sédiments. Et ce qui est très caractéristique, ce sont les éléments de la tige qui forment des espèces de petits tambours avec un petit trou au milieu qui permettent de le reconnaître et qui sont vraiment très caractéristiques de la roche. Les bassins carriers, comme je vous l'ai dit il y a un instant, de petits granits se répartissent entre un grand ensemble énuyé, ici, qui est centré autour de Soigny, et un ensemble qui est un ensemble liégeois, ici. Les deux bassins dont j'ai parlé aussi tout à l'heure, moins importants, du Boc et celui de la Molinier, pour l'instant à l'arrêt. Et quelques visions de carrière pour vous montrer un peu la grande diversité que peut représenter le paysage carrier. En commençant par Soigny, où vous avez en fait cette vue classique que vous connaissez de la grande carrière Ouinx, celle qui accueille aujourd'hui le pôle de la pierre, avec la grande scierie, bâtiment phare, qui a été aujourd'hui reconverti en atelier de formation. Et donc cette vue de la Belgique industrielle vers 1850 vous montre la coexistence de traditions très anciennes, comme par exemple les moulins qui permettaient d'exorer, en fait de tirer l'eau des carrières, et la coexistence de ces moulins très anciens avec les techniques nouvelles que représentaient à l'époque les machines à vapeur. Les gisements de Soigny sont exploités par les carrières qui sont de beaucoup les plus importantes en termes d'ampleur. Parmi celles-ci, la carrière du Hainaut, qui est située à côté de la ville de Soigny elle-même. Donc, l'image de gauche vous montre la carrière et à l'horizon Soigny, centre-ville. Et vous avez en fait une situation tout à fait caractéristique que vous apercevez bien sur l'image de droite, avec des couches qui sont très régulières,
légèrement pentées vers le sud, avec une pente de l'ordre de 15 degrés à peu près, et qui sont couvertes par une série de terrains de nature un peu différente que l'on doit enlever pour arriver au gisement intéressant. Et vous apercevez aussi un des problèmes qui se posent rapidement, c'est la venue d'eau qui sont des eaux fatales. En fait, les terrains sont très aquifères et dès qu'on y creuse un trou, on va rencontrer cette eau qu'il faut exorer sous peine de voir en fait les carrières noyées. Et donc, la découverture des gisements proprement dit pour accéder au bon banc et la venue d'eau sont les deux obstacles principaux qui pendant très longtemps ont représenté des problèmes pour le développement de l'industrie. Les autres carrières importantes de Soignies sont celles du Clipot à l'ouest de la ville et de Gauthier-Winx à l'est. Et donc c'est en fait l'emplacement historique tout près du cours de la Seine et du Père Longjour. La carrière que vous apercevez à l'horizon, qui est une carrière abandonnée, cette carrière abandonnée du Père Longjour qui est aujourd'hui noyée. Et donc vous avez les bâtiments historiques du pôle qui sont présents ici, dont la grande scierie que l'on a vue il y a un instant. Ces deux carrières sont exploitées par le groupe de la Pierre Bleue belge, qui est aussi en fait l'exploitant de la plus jeune de nos carrières de pierre bleue, celle du Tellier des Prés, qui a été ouverte il y a une bonne dizaine d'années, à cheval entre les communes de Soignies et Causines et Braine, et qui a attaqué un gisement complètement vierge. La carrière abandonnée de Père Longjour qu'on a vue il y a un instant sur l'écran précédent se trouve dans le coin supérieur gauche de l'image et vous donne en fait une idée de la localisation de ce nouveau gisement. Et vous avez ici une vue aérienne qui vous montre qu'il a fallu découvrir une grande surface de terrain meuble essentiellement d'argile et de sable avant d'arriver au banc dur et de pouvoir entamer en fait l'exploitation des couches de pierre bleue proprement dites. Dans le bassin oriental, donc, que j'ai appelé tout à l'heure liégeois, les dispositions sont fort différentes, même si les roches sont très comparables au niveau de leur nature. Et vous avez ici quelques vues de gisements caractéristiques, dont celui de la Préale, dans la proximité immédiate de la vallée de l'Ourthe. Dans l'image de gauche, l'Ourthe coule en fait sur la partie gauche de votre image et vous apercevez en fait des strates qui sont ici fortement plantées avec une inclinaison de l'ordre d'un peu plus de 45 degrés. Ce qui en change complètement évidemment le mode d'extraction puisque la disposition quasiment subhorizontale de Soignies est beaucoup plus favorable à une mécanisation de ces procédés. Autre carrière de l'Ourthe, on est juste à côté. La carrière de la Préale qu'on a vue il y a un instant est ici à l'arrière-plan, en haut à gauche. Et donc la carrière de Chanx, située directement au débouché sur l'Ourthe, et qui a bénéficié pendant longtemps de l'intérêt de ces moyens de transport que sont la voie d'eau, la route et le chemin de fer. Et donc la carrière de Chanx exploite des terrains que vous devinez à nouveau être très redressés en termes de disposition des couches. Et les grands gisements historiques de Strimont, qui sont plus vers l'intérieur des terres, entre l'Ourthe et l'autoroute de Liège à Luxembourg. Et donc vous avez ces grands gisements qui ont été exploités depuis plusieurs siècles et les installations historiques qui sont du début du siècle, dont la grande centrale électrique, dont vous avez une image de détail en bas à gauche, qui a été transformée aujourd'hui en centre d'interprétation de la pierre, donc ce qu'on peut appeler plus couramment le musée de la pierre de Strimont. Alors en fait, la géologie ne connaît pas de frontières et donc les terrains qu'on vient de voir il y a un instant développés en Belgique vont se retrouver de façon tout à fait logique de l'autre côté de la frontière en France et en particulier en Avesnois. Et si on considère en fait la carte géologique globale de la France, vous avez dans la partie gauche de l'écran, vous verrez que les terrains du primaire sont ici représentés en vert et que en France en fait ils sont répartis de façon relativement sporadique en Bretagne, dans les Pyrénées, dans le Morvan et ces régions du centre de la France, dans les Alpes évidemment, et aussi de façon très caractéristique et intéressante pour nous, juste en frontière entre la Belgique et la France. Et donc si vous prenez une carte plus détaillée de l'Avesnois,
Les couleurs sont légèrement différentes et le primaire est représenté en fait ici par ces couleurs un peu beige que vous voyez autour d'Avesnes-sur-Helpe. Et donc la géologie de la région a été étudiée depuis fort longtemps. Et donc la carte géologique est reprise ici sur la gauche de l'écran. Les terrains qui nous intéressent sont ces terrains de couleur foncée qui appartiennent donc au socle primaire que vous avez ici. Et c'est notamment les Lillois qui ont étudié au siècle avant-dernier déjà, au 19e siècle, la géologie de ces régions, dont Jules Gosselet, avec un physique à la Victor Hugo tout à fait typique, dont vous avez deux beaux portraits en bas, et les géologues de la faculté catholique des sciences de Lille, dont Monseigneur de Lépine, en tenue de terrain tout à fait ecclésiastique, avec son marteau à la main, qui était un des grands spécialistes de la géologie du Carbonifère. Et donc, de nos jours, en fait, en Avesnois, les carrières se sont toutes orientées vers la production de granulats, et on en trouve dans des dispositions diverses et variées, à Wallers-Trélon, avec une très grande ampleur, dans des terrains qui sont en fait un peu plus anciens que ceux qu'on a vus jusqu'à présent. On est ici dans du Dévonien. Voilà d'autres vues, cette fois-ci frontales, des niveaux d'exploitation de carrière de Trélon. Également à Glageon, où on a des terrains d'âge variés, en partie dévonien, en partie carbonifère, qui ont été exploités fort tôt, et qui sont encore de nos jours, donc toujours pour une intention de roche industrielle. Et à Belligny-Letrechy, où on a eu de très grandes carrières qui exploitent à nouveau des couches du Dévonien. Donc on est dans un étage qui s'appelle le Givessien et qui est un peu plus ancien, et même franchement plus ancien, que les strates du Carbonifère que l'on a vu exploiter en Belgique. Donc l'Avesnois est une terre tout à fait riche en pierre bleue, et si vous vous promenez à Avesnes-sur-Helpe, vous verrez que depuis l'époque médiévale, avec la grande église du Dieu, jusqu'aux bâtiments néoclassiques en passant par les bâtiments du XVIIIe, vous avez beaucoup de réalisations dans ces différentes pierres bleues du Dévonien et du Carbonifère de l'Avesnois. Et pour rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Corentin, voilà la carrière de Trélon, dite de Château-Gaillard, qui est celle que j'ai étudiée autrefois dans le cadre de mes approches qui concernaient en fait les fossiles et donc la paléontologie. C'est une carrière qui, il y a un peu plus d'un siècle, exploitait du marbre, qui a été ensuite converti en granulat avant d'être abandonnée et noyée telle qu'elle est de nos jours. Alors j'en viens maintenant au deuxième volet de mon exposé pour faire la transition avec ce que Virginie va vous raconter par la suite et qui concerne essentiellement la problématique et la question de la prescription de la pierre et en l'occurrence ici de la pierre bleue. Et donc on va osciller constamment, et Virginie vous le précisera, entre la précision que l'on doit apporter et la liberté que l'on doit laisser au marché. Et les cahiers de charges anciens vous disaient simplement en fait que les pierres devaient être belles et bonnes. Et les deux termes sont importants parce que en fait, si on choisit la pierre comme matériau plutôt que d'autres gammes de matières tout à fait différentes, c'est en partie pour des raisons techniques, mais aussi pour des raisons esthétiques. Et donc, il faut décrire cette beauté que l'on souhaite obtenir, et donc préciser par exemple la structure, la texture, les couleurs, les finitions que l'on souhaite voir appliquées sur la pierre et qui vont influencer fortement son aspect. Et par ailleurs, on doit décrire évidemment ses qualités techniques, sa résistance mécanique et ses différentes performances. Il est important de noter que ces performances doivent être en lien raisonné avec l'usage que l'on envisage. Et on ne peut pas exiger pour une pierre qui va être utilisée, par exemple, pour un usage intérieur, les mêmes qualités et les mêmes performances que ceux qu'on va demander pour une pierre qui sera utilisée pour des sols extérieurs. Évidemment, la résistance au gel n'est pas de mise pour les matériaux intérieurs. La résistance à l'usure n'est pas de mise pour les matériaux qui sont utilisés en revêtements verticaux.
Et donc la texture peut jouer un rôle très important. Et donc vous avez ici 3 échantillons comparés de 3 pierres bleues qui sont encore actuellement disponibles et exploitées, donc disponibles sur le marché. Au centre, le petit granit de type courant, donc celui qu'on a vu exploiter dans les grandes carrières de Soigny et de la région liégeoise, avec ses petits fossiles caractéristiques et la présence de certains autres fossiles comme ces coraux, avec une texture qui est relativement homogène. Le petit granit du Boc, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il était d'un grain plus irrégulier, avec notamment des grands crinoïdes qui le distinguent et un fond plus sombre, et des calcaires de Meuse, ici en l'occurrence un calcaire de Vinalmont, avec une texture beaucoup plus claire, beaucoup plus fine et un aspect beaucoup plus clair. Donc, il est important de pouvoir définir et préciser ces caractéristiques qui sont essentiellement ici esthétiques. Et donc, l'a priori de base, c'est qu'un maître d'ouvrage peut choisir en fait le matériau qu'il souhaite voir mis en œuvre et que son auteur de projet va devoir, dans son cahier de charge, le définir. Et donc, il faut commencer par définir de façon tout à fait précise la nature de cette matière. Et donc, c'est son aspect, en fait, qui est un aspect pétrographique, un aspect lithologique, si vous préférez. La description précise, et on en parlera dans un instant, aussi précise que possible de sa nature. On doit définir, comme je l'ai précisé il y a un instant, les performances en fonction de l'usage attendu. Et on doit aussi définir ses caractères esthétiques. Le problème des caractères esthétiques, c'est qu'ils vont être d'une certaine subjectivité et qu'ils laisseront la porte entrouverte à une certaine subjectivité d'appréciation. Alors pour ce faire, en fait, on dispose d'une série de documents de référence qui peuvent être mentionnés et qui vont permettre de guider le prescripteur dans sa rédaction. Il y a toutes les notes d'information technique du CSTC qui sont, comme vous le savez sans doute, les documents émis depuis fort longtemps, depuis plus d'une 50aine d'années, par le CSTC pour encadrer toutes les gammes de matériaux. Il y en a eu de nombreuses de ces notes d'information sur la pierre bleue dite petit granit. La dernière en vigueur est la 220, qui est toujours en fait d'actualité et qui date déjà d'une 20aine d'années. Alors par ailleurs, il y a en fait des considérations tout à fait générales sur les pierres naturelles, dont la note 228 est une note intéressante parce que c'est la seule note du CSTC qui soit uniquement virtuelle, donc qui n'existe que sous un format électronique, qui soit constamment actualisé. Il y a notamment un fichier technique avec une série de fiches sur différents matériaux qui sont régulièrement mises à jour. Et chose intéressante pour l'utilisateur, c'est la seule note qui soit d'accès libre et gratuit sur Internet pour le commun des mortels. Et donc vous y trouverez des indications intéressantes sur les performances à exiger et les fiches techniques des principaux matériaux présents sur le marché. Voilà donc la note technique sur le petit granit plus précisément, donc qui est la numéro 220 et qui contient notamment toutes les indications sur les caractères à utiliser pour la réception technique des matériaux. Alors par ailleurs, on a développé depuis plus d'une 20aine d'années aussi des agréments techniques pour les pierres. Donc l'agrément technique est un document qui existe depuis plus d'une 50aine d'années et qui est une espèce d'assurance pour l'utilisateur des qualités et du fonctionnement de certains procédés ou matériaux. Ici, en l'occurrence, il s'agit d'un agrément technique qui est délivré pour des carrières et qui reprend les principales performances et les principales caractéristiques de ces différentes matières. Ces documents donc, du CSTC et de l'Union belge pour l'agrément technique dans la construction sont des documents essentiellement destinés au cahier des charges de type cahier des charges public. Par ailleurs, pour la sensibilisation du grand public, on a mis en place différents protocoles. Il y a longtemps, un peu plus d'une 20aine d'années, on a essayé en fait, par un parallèle avec le monde agroalimentaire, de mettre en place une appellation d'origine locale qui a été délivrée en 1999 pour la pierre bleue dite petit granit, et qui n'a pas eu en fait une grande diffusion, simplement pour une question essentiellement de communication, mais qui existe toujours. Et alors plus récemment, en 2016, l'association Pierre et Marbre de Lony
a déposé une marque collective qui s'appelle Pierre Locale, qui a été déposée pour le Benelux et qui est en fait une marque collective qui permet d'identifier pour l'utilisateur final les produits qui sont issus de gisements régionaux et qui sont transformés dans des ateliers de proximité. Et donc, peuvent utiliser cette marque collective reconnaissable par ce logo avec les 3 couleurs de l'ASBL Pierre et Marbre, les producteurs, les carriers proprement dit, mais aussi les filières de transformateurs, donc terre de pierre et marbrier, les filières de distribution, donc les marchands de matériaux, et plus récemment, en 2018, on a proposé de nommer ambassadeurs de la pierre locale des utilisateurs, des prescripteurs et des maîtres d'ouvrage. Et donc, nous avons une vingtaine d'ambassadeurs de nos jours qui sont ou des ingénieurs, bureaux d'études ou d'architecture, auteurs de projets, des artistes, essentiellement des sculpteurs et des sculpteuses, si on peut dire, et par ailleurs des maîtres d'ouvrage publics qui sont des communes qui ont réalisé des projets intéressants en pierre locale ou qui font la promotion de la pierre locale dans leurs documents d'urbanisme. Il existe par ailleurs au niveau européen une marque pierre naturelle qui a été déposée par la Fédération européenne des producteurs, Eurorock, et qui est gérée dans nos régions par l'Union des carrières et séries de marbre de Belgique, et qui est en fait une marque qui permet d'identifier, à nouveau pour le consommateur final, un produit naturel par rapport à tous les ersatz qui sont présents sur le marché et qui n'ont de la pierre que l'apparence. Enfin, il existe une série de documents techniques intéressants qui sont des prescriptions techniques, ce qu'on appelle en langage codé des PTV, prescriptions techniques, Technische Voorschrijving, qui sont émises par un organisme de contrôle qui s'appelle CoPro, qui est actif essentiellement en fait dans le monde de la voirie. Et parmi ces PTV qui sont librement accessibles en ligne, il y en a toute une série qui concerne d'une part des produits de voirie et d'autre part un PTV intéressant qui est le 819-4, qui est en fait un résumé de la classification des roches et qui peut vous intéresser parce qu'il va vous permettre une description précise de la matière. Et donc, dans cette note d'information, vous allez trouver des tableaux de description avec des degrés de précision différents. Voilà, par exemple, le tableau qui concerne les roches sédimentaires, donc qui sont celles qui nous concernent ici. Et vous voyez que du niveau 1, qui est très général, au niveau 5, qui est très spécifique et très précis, on peut passer par des degrés de précision croissants. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir une roche sédimentaire qui soit carbonatée, qui soit un calcaire, fossilifère, et avec les fameux crinoïdes, qui sont les fossiles caractéristiques. Et donc, plus vous allez loin dans le niveau de précision, plus vous avez des chances que le produit que vous obtiendrez dans votre fourniture soit conforme à ce que vous espériez au niveau de votre prescription. Mais la précision ne ferme pas le marché et n'entrave pas la libre circulation des biens et des personnes, qui est ce fameux adage que l'on doit respecter. Et vous voyez que dans la même note, vous trouverez un tableau avec les calcaires acrinoïdes qui nous concernent et que parmi les exemples qui sont repris ceux que je vous ai décrits ici, donc notamment le petit granit du Boc, également la pierre de Lompré qui est un calcaire de Meuse, et aussi les pierres irlandaises et certaines pierres françaises qui sont des pierres en fait tout à fait différentes puisqu'elles sont d'un âge géologique beaucoup plus récent et elles appartiennent à ce qu'on appelle chez nous le monde des pierres blanches. Et donc cette prescription technique est intéressante pour préciser, mais ne suffit pas à elle seule à vous donner l'information que vous souhaitez. Alors, pour presque terminer, en fait, je voudrais aussi souligner le fait que le petit granit a reçu, il y a déjà 3 ans, une reconnaissance au niveau international. Et dans le cadre d'un projet qui est en fait dirigé par l'Union internationale des géologues, en lien avec l'UNESCO, il y a un programme qui s'appelle Global Heritage Stone Resource, donc si vous voulez, en quelque sorte, les pierres du patrimoine mondial,
qui est en fait un programme qui a été mis en place pour distinguer les matériaux qui ont joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité. Et donc, en 2017, la pierre bleue, dite petit granit, a été reconnue comme étant une de ces matières, avec d'autres matériaux emblématiques, comme par exemple le granit de Luxor ou la pierre de Portland. Le marbre noir, qui est aussi une autre spécificité de notre région, est en cours de nomination et viendront ensuite, avant peut-être d'autres, les marbres rouges, qui sont également candidates à ces pierres de l'humanité. Et un petit clin d'œil pour vous montrer que le matériau a connu une diffusion tout à fait intéressante et quasiment mondiale. Si vous allez au centre de Central Park à New York, vous trouverez ce beau monument qui est en fait un monument élevé dans les années 20, entre deux guerres, en hommage aux précurseurs qui sont venus de Wallonie et qui ont participé à la fondation de New York. Et vous verrez que parmi ces précurseurs se trouve le nommé Jesse de Forest, qui est en fait un personnage intéressant, important, qui a vécu entre le XVIe et le XVIIe siècle et qui a connu beaucoup d'aventures, et qui était natif d'Avesnes-sur-Helpe. Et donc, il y a une espèce de cousin germain de ce monument de New York à Avesnes, dont, si je ne me trompe, le lycée porte le nom également de Jesse de Forest. Et avant de vous remercier pour votre attention, je voudrais simplement vous dire qu'aujourd'hui, 7 décembre, c'est l'anniversaire de notre président honoraire, M. Brancaleoni, et qu'il fête aujourd'hui ses 85 ans, et qu'il est à l'origine, avec d'autres personnes comme Jean Abraham, de la création et du maintien de Pierre et Marbre de Wallonie, qui est à votre service depuis maintenant 30 ans pour la promotion et le bon usage de nos matériaux. Merci pour votre attention et donc j'attends vos questions pour y répondre. Eh bien écoute, donc j'invite les personnes à envoyer vos questions, donc toujours dans le petit onglet questions-réponses, que vous retrouverez juste en dessous. Donc, petite question du coup pour entamer cette séance, Francis. On a parlé de comment dire, on a parlé de texture, on a parlé d'aspect, de performance, mais quel avantage une personne, un pouvoir adjudicateur aurait à mettre en avant, on va dire, une pierre locale plutôt qu'une pierre, alors sans vouloir les cibler, mais une pierre asiatique? Il y a beaucoup d'avantages et en fait c'est un autre aspect que nous avons essayé de développer ces dernières années, c'est les atouts que présentent nos matériaux régionaux dans les marchés publics, mais Virginie vous en parlera en long et en large dans un instant. Et pour n'en souligner qu'un, il y a évidemment un bilan environnemental qui est tout à fait intéressant pour nos matériaux. Et donc, depuis longtemps, déjà une petite vingtaine d'années, nous avons mis en place des recherches avec l'Université de Liège pour analyser le cycle de vie de ces produits lithiques. Et donc, 6 produits ont été examinés en détail, 4 en pierre bleue et 2 en grès. Et donc, ces analyses de cycle de vie ont permis de démontrer que leur impact environnemental global est très faible par rapport non seulement aux produits importés qui sont supposés équivalents, mais aussi par rapport à quasiment tous les produits qui sont présents dans le monde de la construction, qui sont ces produits manufacturés, bon, qu'on ne peut pas s'empêcher de citer, comme le béton, comme le métal ou le verre, qui ont un protocole de fabrication qui implique toute une transformation qui n'est pas du tout présente dans la pierre. Donc la pierre est le matériau écologique par excellence. Et la pierre régionale, la pierre locale, est l'excellence de l'excellence du matériau écologique. Bah, écoute, merci. Merci. Alors, donc, je le répète, hein, n'hésitez pas à continuer à envoyer des questions. On commence à en avoir je dirais du public, des participants. Deuxième petite question. Donc, toujours dans cette idée on va dire, de performance, mais plutôt, on va dire, dans l'application en tant que telle. Dans l'application en tant que telle, comment je puis m'assurer comment je peux m'assurer que la pierre sera bien posée? Vers qui on va dire, me renseigne, pour préciser ma question, vers qui je me renseigne pour savoir comment, moi qui ne m'y connais
pas sur les méthodes de maçonnerie-pierre pour orienter le marché vers une pose qui sera efficiente de ma pierre locale. Et je pense notamment à toute cette réflexion autour de la pose en passe ou en contrepasse. En fait, en Belgique, en tout cas, depuis toujours, c'est le Centre scientifique et technique de la construction, donc le CSTC pour faire court, Oui. Qui gère ces questions, avec un équivalent qu'il est intéressant de citer, qui est le CRR, le Centre de recherche routière, qui lui s'occupe des applications en voirie. Et donc les deux organismes sont depuis toujours intéressés, depuis leur création, il y a plus d'une cinquantaine d'années, intéressés par les applications de la pierre et ont mis en place tout un arsenal de notes qui ne sont pas contraignantes, qui sont des notes d'information essentiellement, et qui comportent toutes ces indications, ces directives. Et donc, pour le domaine de la voirie, par exemple, il y a un code de bonne pratique qui a été édité il y a 2 ans par le Centre de recherche routière, qui est transposable directement de l'autre côté de la frontière. Hein. Donc, les pratiques ne changent guère que l'on soit en Avesnois ou en Hainaut belge, et qui constituent des références intéressantes, à mon avis, pour tous les utilisateurs. D'accord. D'accord. Bah, écoute, je te remercie. Donc, du coup, on peut, entre autres, aller se référer à ce que tu disais tout à l'heure sur les sites du CTMNC. Oui, oui, il y a l'équivalent français qui est le CTNMC. Oui, voilà. Du coup, le centre le français en moi a voulu citer de manière involontaire, voilà. mais voilà. Alors, petite autre question. Donc, là, je lis. Les labels ont-ils un impact mesurable en termes de vente dans les secteurs privés et publics? C'est difficile de répondre précisément à cette question parce qu'en fait, l'appellation d'origine locale dont j'ai parlé tout à l'heure, je vous l'ai dit, n'a jamais été réellement promue et donc n'a jamais été réellement appliquée. Et donc, c'est une filière, c'est comment dire, un cheminement qu'on a laissé un peu de côté alors qu'il a été suivi ces dernières années avec beaucoup d'intensité par nos collègues français. Et donc, vous savez sans doute que les indications géographiques, qu'on appelait autrefois indications géographiques protégées, sont les procédés que nos amis de Bretagne, de Bourgogne, de Rhône-Alpes et du Sud ont mis en place ces derniers temps. Et qu'ils utilisent apparemment avec succès dans les cahiers de charges et dans les prescriptions. Alors, par ailleurs, la marque collective Pierre Locale, qui, faut-il le rappeler, n'est pas un label au sens de label de qualité, est un indicateur pour le consommateur. Alors, est-ce que ça a boosté réellement les ventes? Il est un peu trop tôt pour le dire, d'autant plus que les ventes en tant que telles sont elles-mêmes évidemment tributaires du contexte global. Et je ne vais pas évoquer la crise actuelle, qui est sans doute une crise parmi les plus graves que nous vivons, mais comme nous sommes constamment en crise les unes après les autres, c'est très difficile de faire un parallèle entre les chiffres et le résultat des actions. Écoute, je te remercie pour ta réponse. Encore une question. Donc, nous sommes nombreux à vouloir consommer local, mais pourquoi certains prescripteurs publics continuent-ils à invoquer le prix pour commander à l'étranger? Alors ça, je suppose que Virginie vous en parlera en grand détail dans un instant, sans vouloir déflorer sa présentation. C'est essentiellement, à mon avis, une pondération des différents intérêts. Bon, si on considère que le budget reste l'argument prioritaire, il est certain que des matériaux de vil prix, comme les matériaux indiens ou chinois, pour les citer précisément, vont s'imposer. Et donc, c'est vraiment une question de priorité et de stratégie globale et d'intention de développement durable et de construction durable. D'accord. D'accord. Alors, j'enchaîne toujours avec de nouvelles questions, puisque l'air de rien, on en a quand même quelques-unes, donc je peux malheureusement pas rebondir sur tes réponses. Alors, y a-t-il des exemples de cahiers des charges de bonnes pratiques ou de références d'urbanisme à utiliser d'urbanisme utilisés par les ambassadeurs? Exemple des communes, par exemple. Oui, en fait,
je pense que c'était à l'origine, ou même peut-être juste avant la naissance d'OBS, mais en tout cas OBS était en gestation. Donc, il y a eu un cahier des charges qui a été élaboré par un bureau de juristes spécialisés et qui, en principe, est toujours en ligne. Et donc, peut-être que Virginie pourra nous dire, ou Arnaud, sur quelle adresse il est disponible. Mais c'est un cahier des charges qui est un cahier des charges, en fait, téléchargeable et que l'on peut simplement couper-coller avec toutes les clauses dont j'ai parlé et dont parlera Virginie, qui sont les clauses environnementales, sociales et éthiques essentiellement, et en principe toutes les prescriptions techniques. Et donc ce document est un document tout à fait standard qui peut être utilisé directement pour les pierres bleues. Oui. Et donc, pour compléter du coup, j'ai envie de dire, on a ce fameux comment dire, clauses, les clauses qui ont été réalisées, me semble-t-il, en 2018 ou en 2019. En tout cas, le travail a été terminé. Oui. Qui sont disponibles sur la page d'Objectif Bluestone, enfin sur le site internet d'Objectif Bluestone. Oui. Donc tout à l'heure vous aurez les liens, mais rapidement, donc c'est www.objectivebluestone.eu. Normalement, vous tapez Objectif Bluestone sur Google, vous devrez pouvoir le trouver. Donc normalement, c'est le premier qui s'affiche. Donc voilà. Donc on a ce cahier des charges où on a effectivement des exemples, on a du cas pratique, voilà, et donc qui a été mis en place entre autres par les services publics wallons. Oui, et donc en effet, fin 2018, il y a eu une brochure spécifique qui est en fait un mode d'emploi, c'est pas un cahier de charge en tant que tel, et qui complète le cahier de charge dont on parlait un instant, qui est et sur les sites wallons de développement durable figurent des indications générales, mais à nouveau, je pense que Virginie vous en parlera de un instant. Eh bien, justement, tu fais la transition à ma place, c'est parfait. Parce que du coup, on va te laisser, on va surtout te remercier pour ta présentation. J'aurai l'occasion de te remercier encore tout à l'heure, mais je te remercie déjà là pour tes réponses. Et donc, on va passer à l'intervention de Virginie Bourgeois, qui est juriste qui est juriste et spécialiste en marché public pour Eno Développement, et qui aujourd'hui intervient justement toujours sur cette approche durable dans les marchés publics. Alors bonjour Virginie. Bonjour. Voilà, Virginie apparaît à l'écran, c'est parfait. Eh bien écoute, je te laisse la présentation, je te laisse l'écran. Ok. Voilà, excusez-moi, petit détail technique avant de me lancer dans la présentation. Donc bonjour à tous. Avec vous ce soir, je vais aborder la problématique des clauses sociales, environnementales et éthiques, et puis spécifiquement l'orienter par rapport à un objectif précis qui est d'intégrer une approche durable dans les marchés de pierres naturelles. Alors, le temps qui est mis à ma disposition n'est pas très long, donc je ne vais pas pouvoir aller dans le détail, mais j'ai envie, avec vous, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à cette thématique, et puis finalement de vous rappeler plusieurs choses qui sont, en fin de compte, le b.a.-ba des marchés publics et qui vont, je l'espère, vous éclairer dans la manière de mettre en œuvre des clauses sociales, environnementales et éthiques. On a parfois tendance à aller chercher très loin des solutions, alors que déjà, si on se contente des outils de base en matière de marché public, on va pouvoir déjà orienter le marché avec finalement cette volonté annoncée qui est de favoriser la pierre locale. Alors, on va démarrer par un rappel théorique. Si ça fonctionne, voilà. Excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'une clause environnementale, tout d'abord? C'est une stipulation qu'on va pouvoir retrouver à la fois dans des marchés de travaux, dans des marchés de fourniture, dans des marchés de services. C'est vraiment applicable à tout type de marché. Et ce sont des stipulations qui vont permettre de prévenir ou limiter les effets négatifs sur l'environnement ou de réduire la consommation de ressources naturelles ou d'énergie, ou de prévenir et valoriser les déchets, ou enfin de limiter les atteintes à l'environnement. Les clauses éthiques, tant qu'à elles, sont des stipulations
qu'on va plutôt retrouver dans des marchés de fourniture. Et vous allez voir qu'elles vont prendre tout leur sens dans le propos qui nous occupe aujourd'hui. Ça va être des clauses qui vont viser à favoriser des achats de fournitures, notamment qui auront été produites dans des conditions jugées justes et humaines. Et donc, ce sont des stipulations qui visent à promouvoir des conditions de travail décentes au niveau de la chaîne d'approvisionnement, par exemple, ou au niveau des conditions de réalisation des services ou des travaux. Les clauses sociales, quant à elles, on les retrouvera plutôt dans un marché de travaux. Elles ont une visée plutôt socio-professionnelle, avec une intégration de demandeurs d'emploi, de travailleurs handicapés, etc., par exemple. Une lutte contre les discriminations de tout genre, sur base de genre, de l'origine ethnique, ou encore des clauses qui vont favoriser l'accessibilité à toute personne aux infrastructures. Ce sont là aussi des clauses qu'on va donc moins retrouver dans les marchés de fourniture, mais plutôt dans les marchés de travaux. Ensuite, si on reste sur la théorie des marchés publics et sur la base des marchés publics, il faut, quand on rédige un cahier des charges, toujours garder à l'esprit les principes généraux. Les principes généraux, ce sont une dizaine d'articles avec des principes fondamentaux qui vont gouverner l'intégralité de votre marché, au stade de la passation, au stade de l'attribution et aussi au stade de l'exécution. Parmi ceux-ci, j'en pointerai trois. Le premier qui est le principe d'égalité, de concurrence et de non-discrimination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les soumissionnaires, les candidats dans un marché public doivent être traités de manière égale tout au long de la procédure des marchés publics. C'est dire également qu'aucune clause ou qu'aucun critère ne puisse aboutir à une discrimination qui favoriserait ou défavoriserait l'accès à votre marché de certains opérateurs économiques. Alors, on a, au niveau de Francis, parlé un petit peu des prescriptions techniques déjà, et on voit que si on est très précis, ça va un petit peu réduire la possibilité à certains opérateurs économiques. Je précise déjà qu'une clause technique, si elle ferme la porte à certains et qu'il n'y a que seuls certains soumissionnaires peuvent y répondre, et donc un petit groupe de soumissionnaires qui peuvent y répondre, c'est pas pour autant qu'elle est discriminatoire. Donc voilà, il faut un petit peu analyser tout ça en fonction du cas d'espèce. Les clauses ESE, ensuite, et donc vos cahiers des charges, doivent être rédigés avec proportionnalité. Ça veut dire que dans tout marché public, tout ce que vous demandez à un soumissionnaire, que ce soit en termes de preuves, de références, etc., tout ça doit toujours être proportionné à l'objectif poursuivi. Donc, on a tendance à mettre beaucoup de choses dans un cahier des charges pour arriver à ses fins, mais c'est vraiment important de rester proportionné, sinon votre cahier des charges ne sera pas légal et en plus, à force de trop en demander et de ne pas être proportionné, vous risquez de perdre certains opérateurs économiques en cours de route. Enfin, et ça c'est très important, ça n'existait pas avant au niveau des principes généraux, mais ça l'est depuis l'entrée en vigueur de la réglementation du 17 juin 2016, c'est le principe qui veut qu'à tout stade de la procédure d'un marché public, il faut que l'opérateur économique respecte le droit environnemental, le droit social et le droit du travail. C'est assez vaste. Ce n'est pas plus amplement précisé. Ça veut dire que votre opérateur économique, la personne qui va répondre au marché public, à tout moment, doit respecter ces trois branches du droit, mais ces trois branches du droit au niveau international, au niveau européen, au niveau belge. Et en plus, si elle fait appel, si un opérateur économique fait appel à un sous-traitant dans le cadre de l'exécution du marché, il va devoir aussi s'engager à ce que son sous-traitant respecte ces matières. Vous voyez, c'est très très vaste. Et si on peut le mettre en œuvre, et ça, il ne faut même pas l'inscrire dans votre cahier des charges, c'est un principe général qui s'applique pendant toute la durée du marché. Et donc, s'il devait y avoir une contravention à l'un de ces domaines juridiques, il y a des sanctions qui peuvent intervenir.
Voilà pour la théorie. Maintenant, en pratique, il faut essayer de se simplifier la vie dès le départ et là aussi d'utiliser les outils qui sont à votre disposition. Concevoir son marché. Alors, bien souvent, on va avoir un marché global qui va à la fois qui va désigner un entrepreneur, à charge pour cet entrepreneur de faire une proposition en ce qui concerne la fourniture des matériaux. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Et là, je vous invite à réfléchir à l'intérêt de l'allotissement. Donc, l'allotissement, c'est la possibilité dans un marché public de diviser votre marché en plusieurs lots, chacun ayant sa spécificité. Chaque lot va vivre sa vie, il va être considéré comme un marché en part entière et les clauses pourront être rédigées spécifiquement pour chaque lot. Alors, en pratique, imaginons un marché de réfection de trottoir, par exemple. Si vous imaginez l'allotissement pour ce marché, il pourrait y avoir un lot dédicacé à la pose, au marché de travaux de pose des trottoirs, et puis un autre lot qui serait la fourniture de pierres naturelles pour la réfection de ces trottoirs. Alors, évidemment, ça demande peut-être, ou ça peut faire peur, c'est une autre façon de travailler, sans doute pour certains, mais vraiment, ça va vous permettre d'avoir, comme je vous disais, des clauses dédicacées à chacun de ces lots. Les clauses de sélection pour de la fourniture de pierres ne sont pas forcément la même que des critères de sélection pour de la pose. De même, les critères d'attribution peuvent aussi être aménagés. Donc, ça a tout son intérêt. C'est inscrit dans la loi et même pour les marchés supérieurs à 139 000 €, le pouvoir adjudicateur est obligé d'imaginer une division de son marché en lots. Donc, voilà. Et s'il ne le fait pas, il doit motiver ce choix. Donc, vraiment, le législateur, il va dans cette voie-là d'allotir le marché. Ça veut dire aussi que si vous faites des lots, un tailleur de pierre de Soigny, par exemple, pourra répondre en direct au marché pour le lot fourniture, alors qu'il ne se serait peut-être pas présenté si vous lancez un marché d'entreprise générale. Donc, c'est vraiment à considérer dès le départ et ça va, je pense, faciliter toute la réflexion pour la construction du cahier des charges. Ensuite, où est-ce qu'on va insérer les clauses ESE? Parce qu'on en parle beaucoup, mais en pratique, comment est-ce qu'on fait? Donc, on va voir, à tout niveau du cahier spécial des charges, il va y avoir la possibilité d'insérer des clauses ESE, tant au niveau de l'accès au marché, que des spécifications techniques, que des critères d'attribution et que des éléments relatifs à l'exécution. Alors, j'ai parlé de proportionnalité tout à l'heure. N'allez pas surgonfler votre marché avec toute une série de clauses ESE qui risquent de s'empiéter les unes les autres, qui risquent de perdre les opérateurs économiques. Il faut réfléchir au cas par cas à ce qui est pertinent pour atteindre votre objectif. Pour pouvoir motiver le fait de prévoir des clauses environnementales, sociales et éthiques dans votre marché, il y a un élément de base que vous ne pouvez pas louper, c'est-à-dire que l'objet de votre marché doit directement annoncer la couleur. Donc, les clauses ESE, et de toute façon, toutes les clauses dans un marché public, elles doivent toujours être en lien avec l'objet du marché. Donc, si vous n'annoncez pas dans l'objet du marché que vous êtes dans une perspective durable, vous n'aurez pas la possibilité de justifier derrière des clauses ESE. Par exemple, vous pourriez mettre cette phrase qui est notée ici. À l'occasion du présent marché, le pouvoir adjudicateur s'inscrit dans une démarche de développement durable. Les pierres naturelles devront donc respecter les clauses ESE décrites dans ce cahier spécial des charges. Il ne faut pas aller plus loin que ça à ce stade-ci. C'est l'objet du marché. Je vous dis, on annonce juste les intentions. On veut aller dans une perspective durable. Et derrière, eh bien, cette volonté annoncée va être renforcée avec toutes les clauses que vous allez ajouter pour venir décrire votre marché.
Première partie de votre cahier des charges où vous allez pouvoir insérer des clauses ESE, eh bien, c'est au niveau de l'accès au marché. Là aussi, je vais juste rappeler un grand principe de base, c'est le fait qu'une soumission, elle est composée de 2 grands volets. Un premier volet relatif à la sélection, on va permettre d'analyser le profil de l'entreprise, on ne touche pas encore à son offre, on se dit juste, tiens, est-ce que cette entreprise a la capacité de répondre à mon marché? Et puis, on va seulement, si elle passe cette épreuve-là, on va seulement s'intéresser à son offre. Et je pense que les pouvoirs adjudicateurs devraient vraiment s'intéresser de près à cette phase de sélection parce que si elle est bien construite, vous allez déjà avoir un élagage très intéressant avec des profils qui ne répondraient pas déjà aux conditions de base et aux critères que vous auriez annoncés au niveau de la sélection. Alors, la sélection qualitative, c'est 2 aspects, les motifs d'exclusion, tout d'abord, et puis les critères de sélection qualitative. Alors, les motifs de sélection, vous n'y couperez pas. Pour tout marché supérieur à 30 000 €, vous êtes obligé de les vérifier. Tout le monde connaît le fait qu'une entreprise ne peut pas présenter plus de 3 000 € de dette sociale et fiscale, par exemple, mais ce n'est pas à ça qu'on s'attache aujourd'hui. À côté de ce motif d'exclusion, il y a ce qu'on appelle les motifs d'exclusion obligatoires. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. Si une entreprise a été condamnée pénalement dans un des 7 cas visés par la réglementation, il y a également, par exemple le blanchiment d'argent qui est visé, etc. C'est des motifs très graves. Si une entreprise a été condamnée pénalement dans un de ces cas de figure, vous n'avez pas le choix. Vous devez l'exclure. Elle ne passe pas la porte de votre marché. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que parmi les motifs d'exclusion obligatoire, il s'inscrit le travail des enfants et la traite des êtres humains. Or, on peut relever que la pierre exotique, eh bien, parfois, elle est produite dans des circonstances qui ne respectent pas du tout les conventions OIT et il est fort possible qu'un fournisseur ou qu'un producteur ait été condamné à ce stade-là. Donc voilà, au niveau des motifs d'exclusion obligatoires, il y a peut-être déjà un premier filtre, même si on peut imaginer que ce sera relativement rare. À côté des motifs d'exclusion obligatoire, il y a les motifs d'exclusion facultatifs. Là, ils vont vous donner la possibilité d'exclure un opérateur économique qui rencontrerait l'un de ces motifs d'exclusion. La différence, c'est qu'il n'est plus besoin ici d'une condamnation judiciaire. Un motif d'exclusion facultatif, ça se prouve par toute voie de droit, par tout moyen de droit. Et donc là, vous pourriez avoir eu écho de choses qui se sont passées dans un autre marché public, pas forcément avec vous, avec un autre pouvoir adjudicateur, ou que vous avez connaissance de problèmes que rencontre une entreprise ou un producteur. Et donc, si vous avez les moyens de prouver. Et si, par exemple, ce manquement est relatif à des obligations en matière de droit environnemental, social et du travail, vous avez alors la possibilité d'exclure un candidat ou un soumissionnaire sur le fondement des motifs d'exclusion facultatifs. On peut aussi citer une faute professionnelle grave qui remettrait en cause l'intégrité du soumissionnaire. Pourquoi, par exemple, on pourrait avoir des fournisseurs qui, de nouveau, vont eux-mêmes s'approvisionner auprès de structures qui violent les droits fondamentaux des travailleurs et les conventions de l'OIT. Si vous parvenez à prouver cela, on se trouve dans la faute professionnelle grave et vous pouvez, là aussi, exclure l'opérateur économique qui rencontrerait ce cas de figure. Ici, on est donc dans la phase de sélection, mais c'est les motifs d'exclusion facultatifs obligatoires que je viens de vous décrire. Vous n'avez pas grande marge de manœuvre sur la rédaction de votre cahier des charges à ce niveau-là. Là où vous avez une marge de manœuvre, c'est sur l'autre volet de la sélection qualitative, à savoir les critères de sélection. Là, vous allez devoir choisir en fonction de l'objet de votre marché et en toute proportionnalité, des critères que vous allez définir pour
que l'opérateur puisse prouver sa capacité à pouvoir répondre au marché. Donc, on n'est toujours pas au stade de l'offre. Hein. On est vraiment dans la première analyse du profil des candidats ou des soumissionnaires. À titre d'exemple, en ce qui concerne les critères de sélection, on pourrait imaginer des critères de sélection qui touchent à la capacité technique, où un pouvoir adjudicateur demanderait une liste de fournitures similaires. Et donc, fournitures similaires, il faut être précis, il faut des fournitures similaires en termes de volume, mais aussi des fournitures similaires par rapport à l'objet du marché. Et donc, on l'a dit plus haut, on est ici dans un marché durable et donc qui se revendique de respecter certaines normes environnementales, éthiques et sociales. Et donc, voilà, votre soumissionnaire va devoir prouver qu'effectivement, il a déjà travaillé dans une perspective telle que celle. Un autre critère de sélection que vous pourriez mettre en avant, mais là, il y a une petite précision à apporter, c'est que vous ne pourrez le mettre en œuvre que si vous allez prévoir d'autres clauses par la suite dans votre cahier des charges, mais je m'explique. Ce critère de sélection touche à l'indication du système de suivi de la chaîne d'approvisionnement. Donc, vous pouvez demander au stade de la sélection aux soumissionnaires de vous prouver, de venir expliquer le suivi de leur chaîne d'approvisionnement. Pourquoi? Où est l'intérêt? Parce qu'on sait que les problèmes, les incidences environnementales ou éthiques d'un marché, ce n'est pas au moment de la fourniture qu'elles vont se produire. C'est bien en amont que tout ça aura été produit. D'où l'intérêt de connaître la chaîne d'approvisionnement et d'analyser toutes les étapes de la production de l'objet du marché. Et ça va de l'extraction des matières premières jusqu'à la livraison finale. Donc, c'est vraiment très intéressant de demander cette indication. Mais voilà, je reviendrai là-dessus parce que si vous le mettez en critère de sélection, vous devrez rebondir dessus avec une autre clause dans votre cahier des charges. Ça, ce sont quelques exemples donc au niveau de la sélection qualitative. Et donc, au terme de la sélection, avant de s'intéresser aux offres en tant que telles, eh bien, c'est stop ou encore. Vous n'avez pas de marge de manœuvre. Si le soumissionnaire qui dépose une offre ne remplit pas les conditions que vous avez fixées, n'a par exemple pas une liste de fournitures similaires adéquate ou n'est pas en mesure d'apporter la preuve d'une chaîne d'approvisionnement correct, eh bien, c'est tout. On ne va pas plus loin. Il est dit non sélectionné et on s'intéresse juste aux soumissionnaires qui peuvent remplir les conditions. Donc là, si vous avez bien rédigé, si les clauses au niveau de la section ont été bien rédigées, il y a vraiment un filtre qui peut déjà être fait. Et on a déjà, je pense, des soumissionnaires sérieux à prendre en compte pour l'analyse des offres. Au niveau des offres, eh bien, de la suite du cahier des charges, pardon, vous allez pouvoir indiquer des clauses ESE, par exemple, dans les spécifications techniques. Alors, par exemple, vous pourriez indiquer que le produit doit être transformé par des techniques dont l'empreinte carbone est la plus faible possible. Alors, attention, au niveau des spécifications techniques, c'est très touchy, il va falloir être très précis et il faut réfléchir tout de suite. Ok, je rédige une spécification technique. Quel moyen de preuve va pouvoir m'apporter le soumissionnaire pour effectivement me garantir qu'il répond à mes exigences? Donc, il faut le penser en amont, pas après, en se disant j'ai mis des choses, mais en fait, il n'y a pas moyen de le prouver. Et puis, deuxième chose, au niveau de la compétence de vos équipes, comment est-ce que je vais pouvoir apprécier en tant que pouvoir adjudicateur, comment je vais pouvoir évaluer les moyens de preuve qui me sont remis. Donc voilà, au niveau des spécifications techniques, je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans les exemples parce qu'un marché n'est pas l'autre, il faudrait vraiment travailler au cas par cas. Mais voilà, tout est envisageable, mais une fois que c'est envisagé, de nouveau, ne pas être discriminatoire. Et puis derrière, qu'est-ce que vous allez demander comme moyen de preuve? Comment allez-vous l'analyser? Juste une précision. Si vous décidez de recourir à des certifications, des labels ou des normes, si vous décidez que vos spécifications techniques, vous exigez qu'il y ait par exemple un label, sachez que vous devez toujours
prévoir la possibilité qu'on vous remette quelque chose d'équivalent. Donc, un opérateur qui n'aurait pas le label en tant que tel, mais qui parvient à vous prouver par A plus B que finalement, il répond aux mêmes exigences que s'il détenait le label. Être certifié, avoir un label, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, il faut bien se rendre compte que tout le monde n'en dispose pas et c'est pas pour autant que les compétences et les capacités ne sont pas remplies. Des clauses au niveau de l'exécution peuvent aussi être exigées. Donc là, c'est de dire, si vous avez le marché, de toute façon, je veux que la production de pierres naturelles doivent toujours se faire en cours de marché via une production respectueuse des droits fondamentaux des travailleurs et dans le respect des conventions fondamentales de l'OIT. Donc, vous pouvez à nouveau le préciser, enfoncer le clou au niveau de l'exécution. Vous pouvez aussi exiger que les fournitures doivent être acheminées par un moyen de transport respectueux de l'environnement. Alors là, il n'existe pas de définition unique de ce moyen de transport, mais de nouveau, il faudra se pencher sur la question et voir en l'espèce quel serait le moyen de transport acceptable et qui respecterait l'environnement. De nouveau, réfléchissez aux moyens de preuve qui pourront être mis en œuvre pour assurer que cette exécution se fera bien tel que vous l'avez demandé. Les critères d'attribution. Là encore, quand on est au niveau du stade des critères d'attribution, il faut toujours raisonner dans votre perspective durable et avec ces clauses environnementales, sociales et éthiques. C'est bien beau de faire tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. Si c'est pour venir mettre un critère exclusif du prix, et là je rebondis sur une question qui a été posée tout à l'heure, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de mettre un cahier des charges très élaboré avec des clauses ESE si au final on ne se penche que sur le prix pour évaluer la qualité des offres. Évidemment, il est clair qu'un marché durable sera bien souvent plus cher qu'un marché classique. Encore que, il faut prendre ça à l'échelon des années qui vont se produire et au final, ça n'aura pas forcément coûté plus cher. Mais c'est vrai qu'au moment où il faudra régler le prix du marché, un marché durable sera forcément plus cher. Donc, si on se prend comme critère unique le prix, on loupe son objectif. Ça, c'est garanti. Il faudra donc favoriser une analyse sur base d'un multi-critère, donc la qualité de l'offre, de fait, la qualité environnementale, enfin, tout est envisageable en fonction de l'objet du marché, mais c'est vraiment fondamental de prévoir plusieurs critères, ou alors de prévoir, là c'est assez ambitieux, de prévoir une analyse en fonction du coût du cycle de vie. Ça, c'est un critère d'attribution qui a vraiment beaucoup de mérite d'exister, mais qui n'est pas forcément aisé à mettre en œuvre. Il va vraiment falloir alors vous faire accompagner, très certainement. C'est un critère qui va prendre en compte non seulement le coût au moment où on va liquider l'achat de la pierre, par exemple, mais il va prendre aussi en compte toute une série d'autres éléments. Le développement, la production, le transport, la maintenance, le traitement de fin de vie, tout ça va être pris en compte dans l'analyse qui va être faite de la qualité de l'offre. Il va aussi prendre en compte des externalités environnementales. Par exemple, va être appréciée lors de ce critère la pollution causée par l'extraction des matières premières. Voilà un petit peu pour tous les stades d'un marché, enfin d'un cahier des charges, à quels endroits vous pouvez réfléchir à des clauses ESE. Et donc voilà, c'est une matière très vaste, on pourra en parler longtemps. Ici, je voulais juste attirer votre attention sur toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir à creuser, bien entendu, au cours de votre pratique. En conclusion, j'ai quand même envie d'attirer votre attention sur plusieurs choses. L'objectif est donc d'intégrer une approche durable dans les marchés publics de pierres naturelles. Il y a des moyens, différents outils existent. Il y a avant tout la réglementation et j'ai même envie de dire le b.a.-ba de la réglementation. Je l'ai prouvé ce soir. Vous avez à votre disposition des circulaires,
des notes de cadrage, un helpdesk consacré au développement durable au niveau du SPW. Je souligne aussi le travail de Pierre Émard de Wallonie qui s'est penché depuis des années pour la rédaction de cahiers des charges type dont Francis vous a parlé tout à l'heure, qui sont disponibles en ligne. Maintenant, voilà, ces cahiers des charges type, il faut toujours quand même réfléchir à bien l'adapter à votre situation précise. Mais voilà, c'est un travail d'envergure qui a été réalisé. Et donc, ne pas négliger les règles juridiques de base, ne pas louper la phase de sélection, penser vraiment à l'allotissement, même si ça sort des sentiers battus dans les pratiques de travail des pouvoirs adjudicateurs. C'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir à mettre en œuvre. Et puis, au niveau des ressources à mobiliser. Vous allez vous en lancer dans un marché durable. Comme je l'ai dit, ça ne s'aborde pas comme un marché classique et avant tout en termes de ressources et de compétences à mobiliser. Donc, ça va être un travail tout différent. Il faut vraiment s'entourer de personnes compétentes. Alors, rassurez-vous, on n'est pas compétent dans tout, mais il y a des services qui sont à votre disposition pour vous accompagner. Ça vous a été dit, Pierre Émard du Wallonie est à votre écoute et peut réfléchir avec vous. Et le développement aussi est à vos côtés, tant pour les pouvoirs adjudicateurs qui souhaitent rédiger un cahier des charges que pour un opérateur économique qui souhaite répondre à un cahier, à un marché public de cet ordre-là. Enfin voilà, faites-vous conseiller, c'est permis, c'est clairement indiqué dans la réglementation pour les pouvoirs adjudicateurs, donc la consultation préalable au marché est autorisée, mais donc voilà, dans les ressources humaines à mobiliser, il ne faut pas négliger les ressources externes à votre structure qui mettent à votre disposition des experts en la matière. Et puis, les points d'attention que je souhaite vraiment souligner aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'aspect juridique, mais il n'y a pas que ça. Et il y a avant tout l'importance de la sensibilisation et de l'implication de l'ensemble des acteurs, ne fût-ce qu'au niveau des moyens financiers qu'on est prêt à mettre sur la table pour atteindre les objectifs. Donc, il faut une volonté politique d'atteindre ces marchés durables, de mettre en avant un savoir-faire local, de mettre en avant un produit local de qualité, mais comme je l'ai déjà dit et comme vous le savez, tout ça a un coût. Donc, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Il faut aussi une implication transversale des services concernés. Donc, je vous ai dit, évidemment, il faut des ressources compétentes, mais il faut mettre tout le monde au diapason et négliger personne. Donc, depuis le technicien jusqu'à l'administratif, en passant par les services financiers, tout le monde doit être sensibilisé à cette volonté d'aborder les choses de manière durable. Donc, chacun a son rôle à jouer pour atteindre l'objectif. Et puis, un petit mot pour les opérateurs économiques, les tailleurs de pierre ou autres fournisseurs de pierres naturelles, eh bien, eux aussi ont leur rôle à jouer pour être prêts à pouvoir répondre aux exigences des pouvoirs adjudicateurs et à s'insérer dans ce processus pour que tout le monde, que les objectifs soient atteints. Excusez-moi. Voilà, merci de votre attention. Bonne soirée. Alors, mon temps va pas trop vite quand même. Hein. Oui, c'est vrai que… On a quand même quelques questions, donc on va prendre vraiment peu de questions puisque pour le coup on est vraiment court au niveau des timings. Donc première question, tu as parlé tout à l'heure de se renseigner si un fournisseur n'avait pas été condamné. Donc la question c'est où peut-on vérifier si un fournisseur à l'étranger a été condamné? Donc, pour vérifier les motifs d'exclusion obligatoire, il va falloir vérifier le casier judiciaire de l'entreprise ou du soumissionnaire s'il est en personne physique. Donc voilà, quel que soit son pays d'origine, il doit soit fournir un casier judiciaire ou équivalent pour qu'on puisse analyser ce point-là. D'accord, donc c'est bien à lui de fournir… Oui. D'accord. Et dans le cas où justement c'est une entreprise qui… c'est un tiers, c'est-à-dire que c'est… imaginons un revendeur qui fournit la pierre et donc du coup il y a un intermédiaire.
un tiers qui justement lui a été condamné. On peut justement demander, on va dire, une condamnation sur une entreprise qui sous-traite, ou c'est vraiment juste au niveau de l'intervenant direct? Alors, s'il y a de la sous-traitance, il est possible d'intégrer dans le cahier des charges le fait que l'on va contrôler aussi les motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants. Et donc, s'il y a un sous-traitant qui arrive en cours d'exécution, on peut contrôler en effet qu'il soit clean au niveau de ses motifs d'exclusion obligatoire, et donc on pourrait lui demander aussi son casier judiciaire. Il faut que ce soit prévu dans les documents du marché. D'accord, très bien. Alors, juste pour terminer, je dirais avec toi, on est bien d'accord que tout ce que tu nous as présenté, ça a valeur européenne. C'est aussi bien pour la Belgique que pour les Français. Ah, les principes de base, oui, certainement. Oui, tout à fait. Et là, à valeur de part et d'autre de la frontière. Oui, et j'insiste même, donc j'ai parlé de l'allotissement, j'ai parlé des critères autres que le prix. Là, c'est clairement à un niveau européen qu'il y a une volonté du législateur de s'inscrire dans cette voie-là et d'aller dans des marchés durables et accessibles aux plus petites entreprises. D'accord, d'accord, très bien. Bah, écoute, je te remercie pour ton intervention, pour ta présentation détaillée. Donc, nous allons vous présenter une petite vidéo qui fait la présentation des différents accompagnements que nous avons fournis auprès des entreprises. Parmi toutes ces missions, Eno Développement accompagne tant les pouvoirs adjudicateurs que les entreprises en matière de marché public. Et donc dans ce cadre-là, quels sont les services que nous mettons en place? C'est vraiment être à côté des deux parties prenantes dans toutes les étapes de lancement d'un marché pour un pouvoir adjudicateur, donc l'accompagner pas à pas pour la conception de son cahier des charges, la diffusion de ce cahier des charges, faire en sorte qu'il soit bien rédigé pour lui permettre de recevoir des offres en adéquation avec son besoin. Et puis en face de ça, on accompagne les entreprises pour qu'elles soient aptes à répondre convenablement à un marché qui serait diffusé et qu'elles remettent des offres en bonne et due forme, régulières et favoriser leur accès au marché public. Pyrotech, initialement, quand le début, en 2004, on a lancé le travail de la pierre naturelle, c'était surtout pour nos propres plans de travail. Étant revendeur de cuisine équipée, on équipait nos cuisines. De fil en aiguille, voilà, d'une machine à une autre, le mot s'est passé et la demande par rapport aux entrepreneurs surtout a fait que le besoin était de la pierre bleue. On peut aujourd'hui dire que 60% du travail de Pyrotech se fait sur de la pierre bleue belge de nos carrières de soignés. Mon savoir-faire, c'est de permettre à mes clients de faire valoir leur savoir-faire. On a essentiellement travaillé sur la façon de centraliser l'information, de la valoriser et puis derrière ça, d'améliorer le parcours du client tout au long de sa relation avec Pyrotech. On a travaillé un petit peu comme un escalier qui amenait le client du moment où c'était « je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es » jusqu'au moment où le client devenait le meilleur avocat de la marque. Et on a travaillé, on s'est attelé à multiplier le nombre de marches et en faisant ça, on l'a en plus systématisé, on l'a rendu le plus méthodique possible. Sur un plan de coaching, c'est quelque chose de très gratifiant par rapport à notre personnel, par rapport à nos revendeurs en cuisine et en salle de bain, à savoir que la connaissance du produit et le conseil aux clients s'est fait via la plateforme OBS, surtout en désignant dans quel domaine on peut ou on ne peut pas conseiller aux clients la pierre bleue. Le conseil étant quelque chose de primordial au sein de notre PME. Voilà, ça fait 20 ans que je suis dans le métier, donc marbrier, tailleur de pierre. Je travaille la pierre bleue donc, locale, donc la pierre de la carrière ici derrière. Donc on en fait donc, de la décoration intérieure, donc tout ce qui est plan de travail ou salle de bain ou bien tout ce qui est décoratif, donc pour une toilette, un évier, enfin tout ce qui est plan lisse. Ça fait un moment qu'on voulait acquérir un bâtiment et Objectif Bluestone nous a aidé à l'acquérir en nous aidant à nous diriger donc vers la personne qui détenait le bâtiment.
pour continuer un petit peu dans notre développement et terminer avec ce webinaire. Donc, le prochain webinaire aura lieu mercredi, donc sur les mêmes horaires que celui-ci. Il aura pour thématique les enjeux de l'économie circulaire pour le secteur de la pierre, donc avec une présentation entre autres de notre, comme présenté ici, de notre module innové, avec notamment la présentation du concours Bluestone Design Award, donc qui avait pour objectif de mettre en valeur, de réinventer le matériau pierre bleue avec de nouvelles approches, notamment en termes de design. Donc voilà, donc vous allez avoir normalement très prochainement un questionnaire qui devrait s'afficher. Donc n'hésitez pas à répondre, ça va prendre quelques secondes de votre temps. Vraiment, c'est normalement très court. Juste, je me permets de repréciser. Donc vous avez donc une visite virtuelle, donc qui devrait apparaître pendant que je vous parle dans la discussion. Donc le lien est très simple. De toute manière, donc vous allez sur le site Objectif Bluestone, vous rajoutez juste après objectifbluestone.eu/visite-virtuelle/ et normalement en tapant entrée vous aurez accès justement aux visites virtuelles. Mais bon, comme je le disais, le lien est en description, est dans la discussion. Donc n'hésitez pas à les cliquer. Donc pour terminer, donc je rappelle que le projet Objectif Bluestone, qui a duré 4 ans, a été financé par les fonds FEDER, notamment à travers le programme Interreg 5 France Wallonie Vlaanderen. Donc voilà. Donc pour plus d'informations sur le projet, donc vous avez toutes les vidéos d'Objectif Bluestone, les vidéos de promotion de nos actions qui sont disponibles sur notre page YouTube. Vous avez aussi la page Facebook Interreg OBS pour vous tenir informé, pour aussi les retrouver potentiellement si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou enfin en tout cas revoir pour certains détails le webinaire donc qui sera mis en ligne très prochainement, comme d'ailleurs la vidéo que vous avez vue, la capsule vidéo. Nous restons aussi à votre disposition si vous avez des questions en termes de marché public, en termes vous êtes tailleur de pierre, vous avez besoin d'informations sur sur des coachings et autres. On est encore à votre disposition. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, il y a une adresse mail qui s'affiche là sur votre écran. Donc je vous invite à la saisir et à nous poser les questions si vous en avez. Et donc voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et merci d'avoir participé à ce webinaire. Voilà. Merci et au revoir.